ou au plus vieux? Au plus vieux. Ah, enchanté, Jean, dit Jean, dit Jean Runs, 43 printemps, pur produit de Spray Lab, et graffeur un jour, graffeur toujours, plasticien, peintre, bricoleur, et aujourd'hui technicien au pôle muséal de la métropole. Pur produit de Spray Lab, je suis arrivé, j'étais un enfant, j'en suis sorti, j'étais un père de famille. Tu vois, j'ai appris à devenir qui je suis grâce à cet assaut. Je suis arrivé là-dedans, j'avais 14 ans. J'ai laissé les clés à mes deux compères quand j'en avais 41. Donc ça fait, tu vois, ça fait une belle boucle passée au sein de cet assaut, à la voir grandir, à me voir grandir à l'intérieur de celle-ci et à y réaliser multiples projets de tout calibre, tous univers, que ce soit de la peinture, du graffiti, de l'install, de la scéno, de la sculpture, du théâtre, des concerts, des mini-festivals. On a un peu trempé dans toutes les sauces et on a essayé d'y mettre la nôtre. Et comme on a au départ avec les anciens, je te dis Yvain von Stebut, Thierry Jaco et Jérémy Caro, qui sont les trois fondateurs de cet assaut, premier statut juridique 1993, qui étaient tous les trois graffeurs, mais qui avaient chacun un brevet de technicien en architecture, un qui était plutôt musicien, un qui était plutôt dessinateur. Voilà, ils avaient chacun un peu leur dièse à apporter, et ce qui a formé ma génération, la deuxième génération de Spray Lab, et qui amène la troisième et la quatrième et j'espère cinquième, sixième. Tu vois, on est une des plus vieilles assos de Nancy. Alors Olivier? Moi c'est Olivier Bourgois, dit le Zizien, parce que je suis parisien d'origine et je suis venu ici pour faire mes études à l'école des Beaux-Arts. Et en fait, j'ai tout de suite rencontré Spray Lab parce qu'il y avait Laurent Boigeau et Cédric Bottelin qui venaient imprimer des choses dans l'atelier de gravure. Et puis surtout, en fait, quand tu es à l'école, tu vas chercher tout de suite aussi des galeries où tu peux voir, que ce soit des galeries institutionnelles ou associatives, où tu peux aller voir des choses. Et puis Spray Lab, c'était juste à côté, donc je suis allé tout de suite voir ce que c'était. Et puis moi aussi, je viens du graffiti, donc le lien il s'est fait vite. Et c'est comme ça que je suis rentré après, après mes études. Au début, j'aidais au bar, on va dire. Tu buvais plus que tu servais des canettes, mais bon. Voilà. Et puis petit à petit, je suis rentré dans l'assaut après mon diplôme pour pouvoir faire une de mes pratiques qui est la sérigraphie, donc avoir un atelier là-dedans. Et puis aussi continuer le graffiti via les ateliers, donc l'éducation populaire, avec des ateliers dans différentes structures socio-culturelles, et ce que je fais encore maintenant. Et voilà, donc sinon après, moi Spray Lab c'est un truc aussi très important dans ma vie, parce que j'y suis depuis 12 ans maintenant, et que ça m'a pas formé moi-même, mais professionnellement parlant, ça m'a permis de faire plein de trucs, et puis de pouvoir pas être cloisonné dans mon premier métier, on va dire, qui est d'être graphiste illustrateur, mais justement moi je voulais ne pas rester juste derrière un écran ou être avec ma feuille de papier, et de pouvoir faire plein de choses différentes. Et du coup, là, de pouvoir gérer des expositions, faire un peu de compta, tout ça, et puis aussi aller vers des publics différents, c'est ce qui m'anime, quoi. Parce que sinon, d'être graphiste derrière un bureau, ça m'aurait fait chier très, très vite. Voilà. En fait, le truc, il est là, quoi. Ce qui est bien avec Spray Lab, c'est que tu as un outil à disposition, et l'outil, c'est toi qui en fais ce que tu en veux. C'est ça. Et il y a tellement de débouchés, de pratiques qui te permettent de te réaliser, de t'affirmer. Ouais, on va y arriver. Alors, Zizien, tu as fini?
J'ai fini, c'est bon. Florian, à toi. Bah alors bonjour, moi c'est Florian, dit Chonchon, pour les intimes. C'est ça. Je suis... 1, 2, 3. Je suis sorti des Beaux-Arts de Nancy comme Olivier. À la suite de ça, j'ai une expérience de régisseur d'exposition en région parisienne. Et en même temps, j'ai co-créé le label On Va Mourir Records avec Rémi Laporte, Fanuel Erdmann, qui était résident à Sprelab. Et c'est à force de travailler avec eux, de passer à l'atelier, que j'ai commencé à être de plus en plus présent dans l'association Sprelab, et que maintenant je pense être officiellement... De quoi ? Oui, ça brasse. Que maintenant je suis résident de Sprelab et que j'accompagne l'équipe dans des projets. On a installé les studios de notre label à Sprelab là récemment, où on accueille un nouveau cycle de résidence. Donc c'est bien, ça fait écho déjà avec la pratique de résidence et l'accueil d'artistes qu'on a déjà au sein de Sprelab, auquel on rajoute une pratique sonore. Donc on va accompagner de création de projets ou accompagner des artistes plus confirmés sur des sorties musicaux en fait. Ça fait combien de temps du coup que tu participes à ce prélab? Officiellement 1 an. Oh le bébé. Et alors avec ces 3 parcours, c'est quoi ce prélab? C'est quoi ce prélab? C'est un ovni culturel. C'est un truc qui est né de l'envie de 3 bonhommes voilà. En fait, au départ, c'était vraiment ça. On avait pas un discours, mais surtout une envie de dispenser un savoir et le démocratiser à l'époque où ça ne l'était pas du tout. Le graffiti pur et dur au départ, on est tous des vandales, hein, on vient tous de la rue, on aime bien faire des tags. Et voilà, on avait envie de changer un peu l'image de ce mouvement dans nos pratiques à travers cette association et le rendre, moins mauvais garçon, entre guillemets, le rendre un peu plus sympathique vis-à-vis du grand public, de démocratiser le fait que voilà, c'est pas que un truc de vandale qui écoute du rap, qui en a rien à foutre de son prochain. Voilà, nous, c'était vraiment dispenser un savoir-faire plastique qui est devenu un savoir-faire multiplastique, parce que voilà, on est sorti du graffiti. Et puis ouais, voilà, et c'est le partage, la rigolade. Le partage et la rigolade, mais vraiment, depuis des années, depuis le début, on a eu des idées ultra saugrenues, des concepts ultra débiles, et on ne s'est jamais interdit de les faire. Et Par exemple, un concept débile de ce prélab. Un concept débile de ce prélab, je peux t'en... Ouais, genre par exemple, on a fabriqué un vrai faux train au Petit Bazar à l'échelle presque 1. Le Petit Bazar, c'est un marché d'artistes à Nancy qui a fêté sa... Combien ? 20e année, c'était 20e année l'année dernière. Et il y a je sais plus combien d'années, on a fabriqué un vrai faux train avec des vrais éléments de vrais trains. Donc à l'échelle presque 1, et tellement on a bluffé les gens, la commission de sécu nous ont demandé comment on avait fait pour rentrer un wagon dans le site Alstom. On l'a regardé, on leur a dit regardez de plus près, hein, vous allez vite vous rendre compte que c'est pas un vrai quoi. Et à la fin de la manifestation, on est arrivé avec des cagoules et on l'a déglingué. On l'a graffé devant des mères de famille avec des poussettes, des grands-mères qui nous regardaient avec la mâchoire qui tombe. Un parmi tant d'autres, c'est celui-là. C'est pas le plus fou. Non, c'est pas le plus fou. On a des portes. On a fait la fin du monde. Ouais, on a fait la fin du monde à base de, c'était quoi les extincteurs, les extincteurs remplis de bière et de farine. Tu vois, ça c'était super sympa. Les gens, ils ont adoré. Ils sont repartis, c'est des couverts de ouais, des œufs remplis de glycéro qu'on claquait sur les gens. C'était la fin du monde, c'était en 2012 qu'on a fait ça. Ouais, on a simulé la fin du monde, on a invité tout notre public de l'époque à squatter dans une espèce de micro bunker anti-atomique fait de palissades.
Genre, autant dire qu'ils étaient, je sais pas, peut-être 80, 90, dans 5 mètres sur 10, avec un cubi et un verre. Et puis ça s'est super bien passé, c'était une maxi-fête. Voilà, 2 parmi, tellement plein, les studios photos éclatés à base de dripping, de peinture dans la tronche, je m'en souviens pas de tout tellement on en a fait, quoi. Voilà. Et à côté de ces bêtises-là, on accueille aussi des gens en résidence où du coup on va montrer un travail qui est pareil, assez libre et puis mais ouais, voilà, on va pas si on a une idée à la con, on va toujours le faire. Ouais, voilà, et par exemple, on a accueilli un artiste en résidence, on s'appelle Spray Lab, laboratoire. Donc on aime bien aussi que les gens qui viennent chez nous sortent un peu de leur zone de confort. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Donc on les laisse 1-2 jours tranquilles. On les laisse, ils ont leur petite cabane, ils réfléchissent, ils pensent à ce qu'ils veulent. Et s'ils ont une idée depuis 10 ans qu'ils n'ont jamais réussi à la produire, eh ben on se donne tous les moyens de faire en sorte qu'ils la produisent. Et ce qu'on aime bien, c'est mettre les gens bien. On te met bien, tu viens chez nous, on te met bien. C'est vraiment la politique du lieu depuis le début. Et autant des idées sérieuses, super carrées, abouties, pas de soucis, on fait. On produit, on va t'aider à créer, à montrer, nickel, comme il faut. Si tu veux jeter 30 litres de glycéro et que c'est ton délire, tant que tu arrives à nous le dire, à nous l'expliquer, vas-y, on jette 30 litres de glycéro et puis ça sera très bien. Là, il n'y a pas de... Zéro, on n'a pas de limite, on s'en fout. Tu as une création plastique qui est complètement farfelue, ben vas-y, qui va t'empêcher de la faire? Nous, on n'est pas là pour mettre des restrictions, tant mieux, c'est bien. Tu veux faire claquer des pétards dans des seaux de farine pour que ça fasse une espèce de... On l'a fait, tu vois, on s'en fout. On parle d'amusement, mais oui, il y a vraiment tout un côté aussi où il y a un vrai accueil artistique et puis de résidence où ils sont là entre 2 semaines et 1 mois au plus long. Et c'est aussi ce truc qui émane de Spray Lab, c'est d'avoir une liberté totale. Donc nous, on a une liberté totale même si on a un côté... institutionnel parce qu'on est subventionné par la ville, l'État et compagnie. Mais en fait, on a toujours eu une liberté totale de faire nos choses, nos choix d'artistes. Et les artistes qu'on choisit, c'est pas des artistes qui sont connus, c'est des artistes émergents et qui sont dans des milieux parallèles, on va dire, par rapport aux institutions, et que les gens n'ont pas souvent l'habitude de voir ce type de travail. Donc voilà, on met cet accent vraiment là-dessus, de donner la liberté que nous on a, de leur donner aussi. Et donc du coup, ils ont pendant ce temps de résidence la liberté de faire ce qu'ils veulent, quoi, et d'essayer, quoi. Surtout. Ouais, voilà, et puis s'ils se plantent, eh ben ils se plantent. Parce que c'est un laboratoire, voilà, c'est ça. Et puis, ouais, si nous, sur le nombre de résidences qu'on a fait depuis, parce que ça, c'est un temps, ça existe depuis 2010 pour l'ouverture du CCGP, qui est le Centre culturel Georges Pompidou, qui est d'une connerie aussi, puisque une des activités de Spray Lab. Il y avait Pompidou qui s'ouvrait en même temps, et nous, on voulait rechanger de nom parce que Spray Lab, c'était trop connoté graffiti pour la ville de... l'ancien maire, on avait une étiquette mairie, de tagger sur le front. Pour eux, c'était tous les tags qu'il y avait dans la ville, ça venait de Spray Lab, ce qui a été sûrement vrai à un moment. Mais... Carrément, tu veux dire. Mais c'était aussi de renouveler les choses, parce que ce lieu, il s'est tout le temps renouvelé par les gens qui composaient l'asso, mais aussi le volume dans lequel on est depuis, 97. Parce que c'est ça la question, Spray Lab, c'est aussi un lieu. C'est un lieu, ouais, voilà. Et donc, c'est un vieux hangar. Ah, vas-y, tiens, présente. En fait, Spray Lab, je crois que c'est un vieux hangar qui ressemble plus à un vieux garage auto. Donc, c'est des IPN et des plaques de tôle toutes pourries. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est dans le côté laboratoire de départ, c'est un espace œuvre. Où en fait, quand il y a un artiste qui intervient dans le lieu, il peut intervenir dans l'intégralité du lieu. S'il a envie de graver les murs à la défonceuse, repeindre le sol, faire des structures, en fait c'est possible, et nous on pousse aussi à l'exploitation du lieu dans son entièreté. C'est pas juste... alors, on peut y avoir ce type de proposition, mais si c'est juste accrocher une série de dessins et
pas questionner le lieu plus que ça, bah, ça peut être un peu dommage parce qu'on peut exploiter différentes choses dans cet espace, quoi. Mais si cet espace est sans cesse remis en question, comment on accueille en résidence? Il y a toujours le volume de base qui est un cube de 80 mètres carrés. Et autour de ce cube, il y a des ateliers qui bougent plus ou moins, puisqu'il y a des artistes en résidence permanent. Il y en a déjà 2 là devant vous. Jean a fait plus que de la résidence permanente, hein, puisqu'il y a vécu aussi. Moi de même. Les anciennes générations, il fallait avoir dormi dans ce prélab pour être vraiment de... Pour être coopté, complètement, voilà. Vivre dedans. Ouais. Non, je rigole, mais ouais, c'est pour ça que ça fait partie de nos vies vraiment entièrement, quoi. Moi, je l'ai dans la peau parce que voilà, j'y suis tous les jours, j'y ai vécu, je porte le projet, je peux m'épuiser là-dedans parce que voilà, c'est quelque chose de super important, je trouve, dans la ville de Nancy et puis dans ma vie aussi, quoi. Et qu'est-ce qu'il y a comme atelier à ce prélab? Eh ben, il y a permanent, il y a 2 ateliers de sérigraphie. Il y a Florian qui est, comme il vous a dit, avec son label On va mourir Records, qui est un studio d'enregistrement. Il y a un studio de répète, le groupe Taxi Kebab, qui est né à Sprelab aussi, ouais, d'ailleurs. Et qui a un des gars qui a son local de répète. Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait l'atelier de gravure, ouais. Et puis il y avait un atelier de photo aussi à un moment. Il y avait Jean avait son atelier pour peindre. Voilà, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui bougent. Là, il y avait aussi Caroline Villemin qui elle est illustratrice, brodeuse. Voilà, et là, elle part, donc ça va relibérer un espace. On va sûrement rechanger aussi encore des dispositions parce qu'au fur et à mesure, on récupère du matériel aussi pour les techniques d'impression ou de son. Et du coup, il faut rechanger un peu les différents espaces. Donc ça bouge tout le temps. Le changement, ouais, tu vois, il n'y a pas... depuis le début, genre, tu vois, il n'y a pas un endroit qui est resté le même. Genre le bureau pour faire les réus, avant il était à l'étage, il a été au rez-de-chaussée, il a été à gauche, il est repassé à droite, il est revenu à l'étage. Voilà, c'est en perpétuelle mouvance, ça s'arrête jamais de bouger. C'est un gros bordel. Le bar n'a jamais eu la même place non plus, oui. Là il y est un peu plus, mais il a beaucoup bougé. Mais voilà, c'est parce qu'il suivait le mouvement du lieu. Parce que maintenant, là, il y a toute une partie avec des mezzanines où il y a des ateliers d'impression au-dessus, d'autres ateliers. Et ça y était pas il y a 10 ans. Quand on a construit la cabane et les ateliers, ouais, c'est un petit, je dirais 11, 12. Ouais. Et du coup, le volume était complètement brut avec quelques séparations parce qu'il y a une base quand même dans ce lieu. On parlait du vieux hangar, mais il y a de la palissade. En fait, c'est le matériel qui a été le plus utilisé, je pense, hormis les bombes, parce que les vieux là, ils utilisaient à mort ce matériel-là, parce que on pouvait construire des choses assez rapidement en ayant des bouts de palissade qu'il fallait trimballer hyper lourd. Hein, super, merci. Ça, c'était le petit truc. Et en fait, il y a un des gros projets de Sprelab qui était l'autre ville. Ça, Jean, il peut peut-être plus en parler. Attendez, avant de partir là-dedans, déjà sur ce lieu, puisque on parle à des gens qui n'y sont pas allés peut-être, et on espère qu'ils viendront voir, mais donc ce vieux hangar à Palissade, c'est le lieu de Sprelab, et quand c'est devenu le CCGP, le Centre culturel Georges Pompidou, qu'est-ce que ça a changé? Ça a changé quelque chose? Ou les palissades ont poussé plus loin? Vous avez fait du rangement? On est devenu un peu plus carré dans le dispatchage des zones. Tu vois, genre ça sera ton atelier. Si tu as du bordel, tu le laisses dedans. On va accueillir des gens en résidence. C'était ça le projet. Donc on a dédié un espace au bricolage pour la collectivité et pour les artistes qui viennent. On a construit une cabane en hauteur pour que les artistes qui viennent en résidence puissent avoir une vue d'ensemble sur l'espace œuvre, comme a expliqué Flo. Et puis dormir au milieu de leur créa,
Donc avec vue plongeante sur le travail. Et ça, c'était une super idée. Je sais pas de qui elle vient d'ailleurs, cette idée. Ça, c'était pour le CCGP. Le CCGP, en fait, c'est de pouvoir accueillir des artistes en résidence ou en exposition, puisqu'au début, il y avait quand même plus d'expositions, parce que et pour les avoir, enfin les accueillir au mieux possible, parce que voilà, avant c'était un hangar, là il y a vraiment ce truc de cubes à transformer, et c'est le CCGP est construit pour ça, pour de l'accueil en résidence et d'exposition. Donc ça a été merci le Centre Pompidou quelque part. Bah pour le nom, ouais. Parce que ça a été, on cherchait le nom là. Bah en fait l'idée elle était là depuis un moment. Après, ouais, on a fait des. Sprelab était un lieu, était un collectif, une asso, mais ce n'était pas structuré en résidence d'artistes. C'est ça. Et c'était pas la même manière non plus d'accueillir du public, puisque c'était quand même moins ouvert au public. Bah non, oui, les seuls publics qu'on faisait venir, c'était les scolaires ou n'importe quelle entité avec laquelle on travaillait pour dispenser des ateliers d'art plastique. Là, c'était de l'accueil public, c'était pas de la, voilà, de l'accueil de monstrations d'expos ou de résidences, c'était vraiment... Donc ça fait une ouverture sur... en fait, Sprelab, c'est ouvert à ce moment-là. Oui, donc d'un atelier, vous êtes devenu un centre culturel. C'est ça. Et on s'est autoproclamé un centre culturel, excuse-moi. Parce que normalement, c'est le ministère qui décide, et nous on a dit non. Vas-y, je t'en prie. Je veux savoir, à l'époque, vous étiez combien? C'est-à-dire la population, la population même, c'est-à-dire à la fois parmi, on va dire, les résidents, on va dire, et le public que vous pouvez accueillir. Est-ce que vous avez vous quantifiez ça, vous savez un peu? Ouais, on a 2-3 chiffres hein, quand même. Ça a toujours tourné entre une quinzaine de personnes dans les membres, dans le noyau, quoi, le noyau dur. Et après, il y a des bénévoles, des gens qui nous aident sur des plus gros événements. Et après, en termes d'accueil public, là, ça redescend un peu, mais quand à l'ouverture du CCGP, il y a eu des expos à 200 personnes, un truc comme ça. Ouais, juste le soir du vernissage. Après, je sais que les chiffres, on en a. Alors après, de là à te les redonner, mais on a eu quand même un bon écho, une bonne fréquentation. On s'est rendu compte, nous, au fur et à mesure, des vernissages, des artistes différents, qu'on faisait venir, des connexions pour de la com dans les médias locaux, que ce soit radio, télé, journaux, machin. On a eu un superbe écho et on a vu notre public s'élargir. Voilà, vraiment. Puis ça change selon les expos aussi qu'on montre, les événements. Puis c'est pareil, voilà, il y a le lieu, mais on fait d'autres choses dehors, peut-être qu'on en parlera après, mais Sprelab, il s'exporte en créant des événements dans d'autres structures de la ville depuis le début, quoi. Et aujourd'hui, vous êtes combien, Florian? En permanence sur site, on doit être 5 ou 6 à être vraiment là quasiment tous les jours. Puis après, c'est pareil, c'est entre 10 et 13. Ouais, à peu près. Quand on se retrouve pour des gros événements ou tout ça, oui, on est une équipe de 13, 15 avec des bénévoles aussi qui viennent nous aider. Et une équipe de 5 tout le temps, salariés de l'asso? Absolument pas. Que des bénévoles. Tout le monde est bénévole. Tout est gratos, tout. C'est à l'époque, il y a eu des emplois qui ont été créés, genre emploi jeune, emploi contrat aidé, machin et tout. Et comme on est pas qu'on est des frileux de la paperasse, mais voilà, à un moment donné, quand les anciens, qui eux étaient dans cette dynamique de création d'emplois pour assurer des salaires, des machins, ce qui est clairement entendable. Nous, la génération suivante, genre la mienne et celle d'Olivier, on a vraiment tout misé sur le bénévolat et l'envie. Et puis de donner aux artistes qu'on invite, parce que c'est aussi un truc très important, c'est que les subventions qu'on recevait, on voulait pas qu'elles servent à payer
quelqu'un plus qu'un autre, puisque comme on t'a dit, voilà, il n'y a que des bénévoles dans l'asso, donc ça serait chelou, enfin pour nous c'était chelou de payer quelqu'un et que les autres qui faisaient du travail ne seraient pas rémunérés non plus. Et donc en fait on donne tout, on donne tout aux artistes, puisque maintenant on arrive à donner pour un mois de résidence entre 700 et 1000 euros de salaire, et puis ils ont 1000 euros de frais de production, plus le défraiement et puis le logement sur place. Ils peuvent se faire du manger aussi. Voilà, en fait le truc c'est de tout redonner. Parce que voilà. Et un sprélabien alors, ça vit d'art et d'eau fraîche? Ça vit d'alcool, non. Non, mais ça vit de différentes activités. Moi, c'est ce qui m'a un peu surpris en bien. Quand j'ai intégré l'association, il y a toujours des ateliers qui sont mis en place à destination de publics différents, des scolaires et d'autres. Et en fait, on peut intervenir pour faire de la sérigraphie pendant des événements, par exemple, intervenir faire des ateliers avec des enfants, avec différents partenaires que Sprelab a développé au fur et à mesure du temps. Donc en fait, on se retrouve à pouvoir quand même avoir une économie en tant qu'artiste ou intervenant par ces petits événements-là, en fait. Et c'est encore dans cette idée de partage, parce que les ateliers, les plus importants, c'est des ateliers du graffiti qu'on va faire dans des collèges, des centres sociaux, dans les prisons, enfin un peu partout. Et c'est toujours dans cette idée de partage, quoi, de donner ce que nous on a reçu, et de pouvoir le redonner aussi, quoi. Et voilà, ça c'est une grosse partie de l'activité. Après, chacun a développé aussi son travail personnel en tant qu'artiste ou de la commande. Voilà, enfin pour ma part, moi je vais faire du graphisme, faire de l'illustration, de la sérigraphie. Flo, c'est pareil. Voilà, il sort aussi des Beaux-Arts, donc il y a un travail d'artiste aussi derrière. Jean-René est retraité. Ouais, moi on a dispensé dans le Grand Est, on était les seuls, et je pense encore aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup des assos qui font ça, où on bougeait dans tout le Grand Est pour faire des ateliers graffiti de réalisation de fresques participatives. Mais avec aussi bien dans le milieu hospitalier, dans le milieu carcéral, dans le milieu scolaire, dans le milieu associatif, dans le milieu de la banque. Tu vois, on avait zéro limite, tant qu'on avait un contact et qu'il y avait une idée qui se présentait, si on pouvait la finaliser et réaliser un truc participatif. Et aussi, ce qui était intéressant dans ce genre de pratique, c'est montrer une pratique artistique à un public qui n'y a pas forcément accès. Tu vois, genre, voilà, les gamins en difficulté, voilà, ou je sais pas, le milieu élitiste de la banque, qui n'a rien à foutre du graffiti, ben voilà, on leur claquait des bombes dans les mains et on leur disait, bon, vas-y, on va faire ça ensemble, vous allez y trouver du plaisir, vous allez y gagner quelque chose, ça va vous fédérer entre vous. Bon, ça c'est leur dièse à eux, mais voilà, on essayait vraiment d'apporter un genre d'émulsion. Et où trouve-t-on l'énergie pour porter tout ça, tout cet amour, ce gros cœur? C'est les copains et la rigolade. Ouais, voilà, c'est ça, c'est parce qu'on est plein, qu'on se marre bien et dès qu'on a une idée, ce qu'on disait au début, mais dès qu'on a une idée un peu débile, on l'a fait et ça nous fait tous marrer. Ça nous fait marrer, ça crée des souvenirs, quoi. Comme on va dire, on parle de conneries, mais Délivrez-nous, c'était voilà, il y a le Covid, on peut plus montrer notre travail. Il y en a un, Rémi Laporte, un jeune qui sort une bêtise, on n'a qu'à faire de la livraison d'art. Et voilà, on détourne les livraisons Uber et compagnie, Deliveroo, c'est Deliveroo le truc, et on le transforme Délivrez-nous. Et donc on a fait un site temporaire avec un référencement de nos travails, de tous nos potes, les Messins, les Strasbourgeois, les Lyonnais. Voilà, on a récupéré la camelote de tout le monde, on l'a référencé, on l'a mis en vente en ligne, et après on s'est dispatché toutes les commandes et on a fait de la livraison d'œuvres d'art à domicile avec du Maria Carré. Et avec des petites chorégraphies absolument charmantes. Exactement. Tu vois, et ça, tu vois, genre, mais l'idée là,
L'idée, et du coup, on nous a volé le concept, quoi. On nous a pété le concept. Nous, on a fait ça pour rigoler, tu vois. C'était très drôle. On a fait ça pour rigoler, ça nous a fait mourir de rire. Et on a découvert que, je sais plus, en banlieue lyonnaise, il y a un gars qui a livré des chansons à domicile. Et qui a détourné le nom quasiment proche d'une autre. C'était un délire comme ça. Bon, bah, c'est bien, tant mieux, tu vois. On a fait des émules, qu'est-ce que je te dis, alléluia. Et en plus, ça nous a fait mais mourir de rire, quoi. On arrivait, voilà, les gens, ils passaient leurs commandes, et puis ils s'attendaient pas à voir des pimpins déguisés devant chez eux, à chanter du Maria Carey, et puis leur amener des œuvres d'art. En plus, c'était juste avant les fêtes de fin d'année, donc les gens étaient ultra ravis, quoi. On a eu que des retours positifs, quoi. Donc voilà, les idées débiles comme ça, c'est ultra fédérateur. Ouais, et puis ça fait rigoler. Eh ben, si on a eu celle-là, eh ben, voilà. 2, 3 semaines, 1 an après, on en aura d'autres des idées débiles. Et c'est ça aussi qui nous fait avancer. C'est la rigolade. Ouais, parce qu'il y a le truc sérieux et il y a aussi de faire des choses un peu con avec tout le monde. C'est ça qui... Oui, complètement con. Mais c'est ça qui fait qu'on arrive à avoir l'énergie. Après, il y a des moments où on est mort, hein, parce que voilà, il y a... Toute l'activité du CCGP, ça prend du temps, et en plus, nous, nos pratiques personnelles, plus le travail d'atelier, tout ça, bah, ça prend énormément de temps. On n'a pas beaucoup de temps pour vivre d'autres choses après, mais c'est hyper plein. Enfin, moi, pour l'instant, je me sens très bien là-dedans. C'est tous les Nancéens, c'est la région, Strasbourg, c'est Paris. C'est qui votre public, c'est qui aussi, on va dire, la communauté d'artistes, en tout cas d'illustrateurs, musiciens, voilà. De la France entière. En fait, on cloisonne pas. On peut inviter très très bien des artistes complètement amateurs ou même des personnes qui se revendiquent pas forcément artistes, où il va y avoir l'élaboration et la mise en forme d'un projet. Par exemple, l'année dernière, on a invité un jeune photographe roumain de Bucarest, Sorin Mihai, qui lui avait une pratique de la photo, mais qui formalisait pas comme une pratique plastique. Et nous, en travaillant avec lui, on a fait une sélection d'images pour faire une proposition d'exposition avec une scénographie, des éditions. Et aujourd'hui, maintenant, il est dans les galeries à Bucarest. Et ça, c'est aussi une attitude qu'on veut pousser. Et vous l'avez rencontré comment ? Graffiti. Mais voilà, il y a tous... En fait, il y a... Bah, en fait, Il y a- truc, c'est... Excuse-moi, Ouais. Olivier. Bah, le réseau, il n'est pas juste nancéen, hein. Il est dans tout le Grand Est et dans toute la France, parce que nos pratiques, elles nous ont amenés à bouger aussi. Là, moi, je parle pour la sérigraphie, parce que il y a encore maintenant, ça existe, le sprint de l'enfer, qui en fait sort de Sprelab à la base, puisque ça a été créé et porté par l'association Sprelab, donc l'enfer, c'est un festival de micro-édition. Et donc du coup, bah, nous, avec nos pratiques de sérigraphie, on était amenés aussi à aller sur d'autres salons et montrer notre travail et aussi le travail des artistes qu'on invite, puisque à chaque fois, on imprime des œuvres d'affiches ou d'éditions. Donc on a un fonds de collection. Donc on fait bouger aussi en France, en Europe et même dans le monde, puisqu'on allait jusqu'en Corée aussi. J'espère qu'on pourra... D'édition, voilà. Et donc, ça, c'est une partie. Le graffiti, ça nous a fait bouger aussi à l'époque. Imprimé chez nous, ouais. Chez nous ou chez les copains de MyMonkey aussi pour l'édition, parce que MyMonkey ont une réseau, et donc du coup, on s'échange un peu aussi comme ça. Donc, il y a tu vois, il y a le réseau. Comment ? Une riso, c'est quoi ? Une riso, c'est une machine d'imprimerie qui est une sorte de photocopière, mais qui a la même pratique que de la sérigraphie. On va imprimer couleur par couleur. Voilà. Et ça permet de faire de la petite édition très rapidement. De l'affiche aussi. Nos affiches sont sorties, pour la com, on passe par eux aussi pour faire ça. Et voilà, ça fait aussi partie du réseau nancéen. Et on dit MyMonkey, on a des liens aussi avec Michto, puisqu'on a fait des choses chez eux aussi. Enfin voilà, et on s'échange quand même pas mal de trucs sur le territoire nancéen. À Metz aussi, des connexions avec les anciens du Château 404. Voilà, en fait, Sprelab, c'est quelque chose qui est ouvert à tout, où on a un réseau qui se développe depuis 1994. Donc il y a eu
que ça soit en tant que membre ou artiste invité, il y a eu énormément de monde qui sont passés par ce lieu, quoi. Donc un artiste invité peut en inviter un autre. Il y a ça aussi, puisqu'il y a ce dialogue, puisqu'ils vivent chez nous. Du coup, on vit vraiment, quand ils sont invités, on vit avec eux. Donc on va échanger beaucoup de choses avec eux. Et puis il y a ces discours où forcément, ils vont parler des potes qui font telle ou telle chose. Et donc du coup, nous, on peut rebondir et inviter sur des années après les mecs dont on a parlé, quoi. Les mecs, les nanas. Ouais, les mecs. Merci. Ouais, pardon. Il y a un entre-soi très masculin dans votre truc là. C'est vrai, on essaye de faire en sorte que ça change. Après, c'est ancré dans En fait, le truc, c'est que c'est malheureux, mais on vient tous, enfin moi et lui y compris, Olivier y compris, Flo moins, mais on vient du street art graffiti, qui est un milieu relativement masculin, oui, qui ne l'est plus, parce qu'il y a plein de nénettes qui font plein de trucs, et tant mieux, et il devrait y en avoir plus, et on devrait plus les voir de manière générale. Alors après, oui, mais ça ne nous empêche pas de faire venir des filles pour représenter leur pratique plastique, on s'en fout, tu vois. Nous, après, oui, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup plus d'hommes que de femmes, mais c'est même pas quelque chose de volontaire, j'ai envie de te dire. Tu vois, si on pouvait avoir que des femmes, on n'aurait que des femmes. Et puis ça changerait pas le dièse. Vu comme ça fait pas envie, Zizien. Non, mais ça changerait pas le dièse. Nous, c'est vraiment... Catastrophe. C'est vraiment, présenter des prods plastiques à un public qui n'a pas forcément accès à ce genre de trucs. On est quand même un côté bien underground, c'est certain. Mais si ta petite sœur elle a un potentiel à bosser, à faire de la peinture, de la photo, des machins, qu'elle vienne chez nous et nous montre, on lui dit vas-y. Et donc Florian, ça c'est la nouvelle génération, vous le voyez comment Comment la La suite place des filles par exemple. Clairement, il n'y en a pas assez. Et En fait, le problème, c'est qu'il y a une présence masculine qui est forte dans le milieu culturel en règle générale. Et peut-être une des raisons pour laquelle il y a cette impression d'entre-soi masculin, vu qu'il y a une omniprésence des hommes, nous, on fonctionne à l'humain, donc c'est vrai qu'on est plus facilement en contact avec des hommes en règle générale. Donc il va y avoir besoin de faire un travail de défrichage, si je peux dire ça comme ça, ou en tout cas d'aller chercher des artistes féminines. Après, en vrai, là, on est 3 Gugus, mais on va pas dire qu'il y a une parité dans ce prélab, mais si on compte sur les dernières années, il y en a eu quand même pas mal de filles. Là maintenant, avec quand on compte l'équipe large, il y a, on n'est pas à 50-50, mais je sais pas, il y a 5 meufs pour le reste de gars, donc sur 13. Voilà. Règle de 3. 8. Non, je dis ça parce que tu viens de dire, Florian, que le milieu culturel est masculin. Mon vécu est exactement l'opposé. Mon vécu de directrice de musée, de conservatrice, c'est que le milieu culturel est féminin. Les écoles d'art sont pleines de filles. Les garçons sont rares. Mais dans les institutions. Et donc dans le milieu underground, il y a des hommes. Moi, l'impression que j'ai, c'est que en visible, il y a quand même beaucoup d'hommes qui ont une pratique plastique et qui se présentent comme artistes, et énormément de femmes dans l'institutionnel. Moi, c'est d'expérience que je dis ça. C'est peut-être juste mon impression, mais c'est pour ça que c'était juste perso, Mais après, voilà, on va pas non plus pas forcer prendre une nana parce qu'il faut avoir une espèce de quota, tu vois. On s'intéresse toujours au travail des gens et on s'en fout du sexe. Tu vois, le travail est non genré et c'est plus dans cet état d'esprit qu'on avance, quoi. Dans les structures, parce que vous-même, vous accueillez énormément de monde, mais vous êtes accueillis par d'autres structures ailleurs, en résidence, j'imagine. Qu'est-ce qu'il existe comme petit frère, petite sœur de Sprelab ou cousin, cousine ailleurs? Les Château 404, qui n'existent plus, mais c'était les frères complets, quoi.
C'était le même état d'esprit. Le château 404 à Metz, c'était le même hangar en plus gros, mais c'était les mêmes structures. Et en fait, c'est des gens avec qui on est très proches. Et pareil, dans donner, dans le don, quoi. Le don de soi. Ça fait très religieux ce truc. Un peu, oui. Oh mince, voilà. Mais ouais, dans ce truc de partage, voilà, c'est exactement le même type de structure. À Strasbourg, Strasbourg, ils avaient déjà un background, tu vois, genre d'assaut street culture qui était là, qui est né en même temps que celui de Nancy. Je pense à, tu vois, genre l'assaut des Rising Suns, qui est une très vieille assaut de graffeurs strasbourgeois, qui sans doute a dû faire d'autres émules, mais on les connaît pas tous, hein, tu vois bien. Après, ça reste un milieu. Après, si, Strasbourg, il y a la basse-cour des Miracles, Oui, il y a la qui est basse-cour aussi des en Miracles. lien avec le mémo Michto. Et c'est un peu. Enfin, il n'y a pas ce truc d'accueil d'artistes en résidence et tout. Mais c'est un lieu aussi qui a été squatté et puis qui est transformé en atelier d'artistes. Il y a des accueils concerts, des trucs comme ça. Et après, des lieux comme ça, il y en a plein partout en France. Ils se font grignoter de plus en plus. Mais comment ? Pourquoi ils se font L'institutionnel. Les villes aiment pas avoir des réseaux. Ils préfèrent tout regrouper dans des choses qu'ils appellent des tiers-lieux maintenant. Voilà. Et ça bouffe tout. Et ça bouffe On a la chance de pas être la tombé. variété culturelle. On a la chance de pas être. Enfin, on a la chance, c'est pas forcément une chance. Il est arrivé qu'on ne rentre pas dans ce réseau parce qu'on est chez les murs d'un particulier. On n'est pas dans un local qui appartient à la ville. On est dans le local qui appartient à un privé. Ça fait 20 ans qu'on est dans le même lieu et on y fait ce qu'on veut. On n'a aucun compte à rendre à personne à part payer notre loyer. Oui, voilà. Juste à part payer notre loyer. Mais voilà, tu vois, par rapport, c'est super important, hein, tu vois, le lieu dans lequel tu évolues, je vais pas te dire qu'il nous appartient, mais quasiment, quoi. Quasiment. Donc, voilà, c'est pour ça que ça fait 25 ans qu'on est là. Si on était dans un lieu qui appartenait, je sais pas, à la métropole, à la ville, est-ce qu'on serait toujours là ? Tu vois, la question, on peut la poser, quoi. La question, on peut clairement la poser. Et comme, aujourd'hui, le tiers-lieu, le mot valise, c'est comme le street art, le mot valise, où tu mets tout ce que tu veux dedans. Bon. Voilà. Pour continuer sur vos frères et sœurs, cousins, cousines, famille, vous avez un tropisme roumain et est-européen ou c'est une impression ? C'est une impression. C'est né du premier Interrail graffiti qu'on a fait en 2007. On a fait tout l'Europe de l'Est avec des vrais faux billets de train. Et on a fait la Bulgarie, la Hongrie, la Roumanie, la Grèce. Et on y allait au départ dans l'univers Interrail, aller graffer des trains à l'étranger. Voilà, c'était la mode. Et en fait, on s'est fait des potes et on n'en avait rien à secouer du graffiti. On s'est surtout fait plein de copains. Et c'est une filière qui continue très vivace. Ouais. Ouais, Mais c'est toujours... pas forcément un réseau artistique, tu vois, c'est plus un truc de potes aussi. Ouais, c'est vraiment... Après, il y a aussi, là, pareil, pour les plus jeunes, il y a plus Bruxelles, pardon de dire les jeunes, hein, mais il y a plus, eux, ils ont plus un réseau vers Bruxelles, quoi. Un truc Vers comme ça. Bruxelles, comment ça se fait ? C'est des amitiés aussi ? Oui, c'est surtout ça. En fait, en sortie d'école, se pose la question d'aller vers des villes dynamiques, en fait, qui peuvent proposer des choses. Et souvent, ça oscille entre Marseille, Bruxelles et Paris pour beaucoup. Donc, proximité avec la Belgique, et Bruxelles est quand même assez dynamique culturellement. Il y a toute une équipe de camarades anciens d'école qui sont partis là-haut. Anciens d'école ou d'autres amis proches autour de la musique. Donc, forcément, ça crée des connexions là-bas aussi, quoi. Vous avez parlé tout à l'heure de l'autre ville. Qu'est-ce que c'est que ça ? L'autre ville. La ville dans la ville rêvée par des plasticiens qui aimeraient pouvoir la modeler comme bon leur semble, à base de récup.
Tu vois, ça c'est un de nos credos, c'est la récup. On aime bien prendre du déchet, le valoriser, en créer quelque chose, le partager, l'échanger, le montrer. Et dans l'autre ville, on a créé ça. On a créé, on est un espèce de mini-festival qui s'appelle l'autre ville, où on a des conteurs, on a des plasticiens, on se met en relation, des musiciens, on se met en relation avec tel ou tel festival dans telle ville. On amène un projet qui est un projet participatif avec le public qui viendra voir in situ, qui participera à la création de cette autre ville. Donc à la création de contes en live avec l'assaut L'Étoile et la Lanterne, avec des musiciens comme à l'époque c'était Peter Pampan avec Camille Perrin et consorts. Donc ouais, l'autre ville c'était ça, c'était création d'une mini-ville avec une place centrale, des petites guitounes comme on appelait ça des guitounes, parce qu'on trimballait encore toujours nos palissades pour construire des cabanes. Donc il y avait la maison des mots où les conteurs étaient dedans. Il y avait comment que ça s'appelait ? Il y en avait tellement des noms. C'était où ? La première, ça a été à la Biennale d'art contemporain, ouais. Au Garage AD. Le premier, c'était au Garage AD en, je vais te dire 2005. C'est où le garage ? C'est un ancien garage automobile de l'autre côté du canal qui est démoli depuis, qui n'existe plus. Il y a un grand immeuble qui a été construit à cet endroit. Et ouais, donc c'était une genre de friche industrielle prête à la démolition. On a proposé le projet aux élus. On a dit bon, on veut faire un mini-festival qui s'appelle l'autre ville. Donc on a invité des jeunes de l'école d'archi à nous construire des cabanes. Nous, les graffeurs, on faisait de la déco. Il y avait des icos qui faisaient des lives. Voilà, un genre de melting pot un peu fou de diverses pratiques plastiques, culturelles, musicales à montrer gratos au public. Donc ça, c'était le premier. Et après, on s'est exporté. Le deuxième, on l'a fait 6 ans de suite parce que c'était la Biennale d'art contemporain à Lyon, place Bellecour. On a fait ça, ouais. À Namur aussi. On l'a fait à Namur, place, ouais. Liège, on a eu Namur, Liège. Et puis ça s'est déplacé. C'est aussi là ce truc de rayonnement où tu vas faire des contacts aussi. Puis oui, en attendant, puis au milieu de tout ça, on participait à plein de braderies de l'art. Je pense à la braderie de l'art à Roubaix qu'on a fait les 20 années qui est existante. On y était tous les ans. Donc on rencontrait des gars de partout. On arrivait avec nos délires de spray lab, et on partageait, on échangeait. Au Zénith, c'était quoi Parce que ça amène à ça aussi. Ah ouais, Prosélytique. Prosélytique. Le festival Prosélytique, ça c'était en 98. Il y a un côté religieux là-dedans. Ouais, non, mais tu me parles de ça. C'est deux gros festivals. Ouais, on a fait Prosélytique 1 et 2, qui était un festival pareil, autour des cultures urbaines. Dédié à la culture urbaine, Mais hip-hop, donc step, un graphe. festival ambulant comme l'autre ville, ou plutôt une sorte de construction utopique avec plein de manières d'être. Vous avez fait des ateliers un peu partout, des expos, des bazars, des braderies. Des mini-jams, c'est quoi la jam de mini-graphe. Non, mais la jam de mini-graphe, c'est sorti de ma tête un jour. Un jour, on était à la braderie de l'art à Roubaix, et avec Yvain, Yvain von Stebut, et Félix Pointu, et qui est le crapaud des marais. Il a tellement de surnoms. Donc on était, on faisait du graphe, je sais pas quoi, on peignait des meubles, des conneries, et puis à un moment donné, on se dit, ça serait vraiment bien d'essayer de faire le tag le plus petit possible avec le plus gros diffuseur possible. Et puis on se récupère des mini bouts de planche, puis on commence à faire des mini tags sur des mini bouts de planche. Puis il y a un autre graffeur qui vient et dit, vous faites quoi ? On fait des mini tags. Puis c'est quoi ? Et c'est venu d'une idée débile, et le week-end d'après, on est revenu à Nancy, on a dit tu veux pas qu'on exploite cette idée ? Encore une idée débile, tu vois. On a dit on va faire la jam de mini-graphe. Et comme on avait toujours un stock de bombes infini avec des culs de bombes, des fins de spray qui traînaient, on a invité tous nos potes, on va faire une jam avec 0 règle. T'as juste un petit bout de panneau comme ça qui est vissé sur le mur, t'as un mot
et tu dois graffer ce mot avec le plus de style possible, tu vois, avec un jury improbable, frauduleux, le jury frauduleux présidé par la première fois c'était un enfant, je sais plus c'était la fille de qui, et qui d'ailleurs c'est un non-graffeur qui a gagné, et c'est ça qui était génial, tu vois, parce que voilà, il n'y a pas que des graffeurs qui pouvaient y participer. Donc ouais, la jam de Midi Graph, il faudrait le refaire ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Ça avait été l'une des idées pour l'exposition au Musée des Beaux-Arts, puisque cette jam de mini-graphes, on y croit encore. Et du coup, dans toute cette panoplie d'actions, que vient faire une expo dans un musée? Et aussi, si je peux me permettre, vous avez dit que Spraylab est né aussi pour changer un peu l'image du graffiti. Et donc, 25 ou 27 ans après, c'est-à-dire ce but que s'était donné Spraylab, s'est réalisé ou pas? Ouais, c'est une bonne question. Après, de toute façon, la publicité nous a vite tués à récupérer le mouvement, parce que tu vois, on est tous des... Voilà, moi je suis strictly hip-hop, tu vois, le graffiti ça appartient à la rue, ça appartient toujours à la rue. Tu poses un graffiti, il est plus à toi, il t'appartiendra jamais. Donc à un moment donné, les médias ont mis le pli dessus. Les institutions s'y sont intéressées, ça fait, je t'apprends rien, hein. À la fin des années 80, il y avait déjà des gars en galerie à New York, hein, donc à un moment donné, nous on a mis plus de temps parce que c'est arrivé plus tard en Europe. Et oui, est-ce qu'on a réussi à changer l'image qu'on avait de nous? Sans doute. Après, est-ce qu'on l'a changé en bien? J'en sais strictement rien. Mais surtout, on a vraiment rigolé. C'est un peu un fourre-tout maintenant. Et voilà, tu vois, nous, on a toujours, au-delà du fait de démocratiser le graffiti de manière générale, de faire en sorte que le grand public s'y intéresse, on est resté toujours droit dans nos bottes et on a toujours fait ce qu'on a eu envie de faire, que ce soit du graffiti ou n'importe quelle autre pratique plastique, quelle qu'elle soit. On s'est jamais rien interdit, on n'a jamais baissé notre froc, on s'est jamais vendu. Et non, mais moi j'y tiens, gros, tu vois, gros. Je te dis, Spraylab, ça sera toujours un truc strictly hip-hop, gros, peace, unity, love and having fun. Et ça changera pas, tu Mais vois. avec un peu de techno maintenant. Ouais, ça c'est de leur faute aussi, gros. Qu'est-ce que tu Et un veux, peu de c'est noise, leur ouais. faute. C'est de leur faute. Pour appuyer ce que dit Jean-Jean, sans forcément changer l'image de la pratique du graffiti, c'est tout ce qui émane de cette culture hip-hop en général et cette culture urbaine qui est transposée avec d'autres pratiques. Le rapport à l'extérieur, le rapport au partage, le rapport à la rigolade aussi pas mal. Les questions des économies de moyens, on fait plein avec pas beaucoup. De tisser aussi des réseaux sociaux avec des gens pour pouvoir mettre au bout des idées. Voilà, c'est surtout cette idée-là qui prime aujourd'hui, plus qu'une pratique plastique. Parce que toi-même, as-tu une pratique de graffiti? J'ai eu une pratique de graffiti, donc forcément ça crée des sensibilités aussi quand on rencontre des zinzins comme ça, quoi. Donc je pratique plus forcément, mais ça a été des esthétiques qui m'ont touché à un moment donné. Et surtout une expérience dehors, un rapport à certains lieux, du bâtiment désaffecté, des choses comme ça. Donc après, voilà, ça crée des sensibilités communes avec tout le monde qu'on essaye de transposer au sein de Spraylab aujourd'hui, quoi. Mais quelque part, du coup, est-ce que le but n'a pas été tellement réussi que l'ADN en a changé? Le but était de démocratiser ce savoir-faire et de changer cette image angoissante pour beaucoup du graffeur, vandale, méchant et buveur de sang. Ça a tellement marché que maintenant, des gens qui n'ont pas de pratique de graffiti font partie intégrante de Spraylab et animent l'assaut. Bah oui, parce que on n'a jamais été fermé à toutes les autres pratiques plastiques existantes, hein. Tu vois, nous on vient du graffiti, mais si tu avais envie de faire des poèmes en 1992, pourquoi on t'aurait interdit de faire des poèmes, quoi, tu vois, et de les déclamer en public? En fait, On s'en fout, tu vois. Nous, c'est le graffiti qui nous a amené à d'autres pratiques aussi. Moi, j'ai toujours dessiné dans ma vie, mais si je parle que pour moi, le graffiti, c'est ce qui m'a amené à m'intéresser à la peinture et au graphisme. Parce que voilà, il y a tout ça aussi derrière.
Et tu vois, pour faire le lien avec le monde de l'art, moi j'avais comme référence Basquiat, c'est un peu cliché comme truc, mais tu vois, c'est lui qui a aussi amené la rue dans les galeries à l'époque. Et moi, c'était ça que je voyais. J'ai vu les peintures de Basquiat, je les ai vues en vrai. En plus, j'ai eu de la chance de le voir dans les expos, je sais plus c'était où à Paris. Ça devait être Pompidou, pardon. Et voilà, après tu t'intéresses, tu vois que c'est comme, je trouve que c'est comme dans la musique hip-hop, quand Jean-Jean il parle de ça, la musique hip-hop elle est composée de samples. Et quand tu regardes sur les cassettes, tu regardes que c'est composé de soul, de funk, et voilà, pour le hip-hop à l'ancienne. Et du coup, tu vas écouter puisque tu vois le petit nom, tu vas écouter le sample, la musique qui a été samplée. Et donc du coup, ça t'ouvre à d'autres choses. Et pour nos pratiques Asprey du graffiti, c'était pareil. En fait, le graffiti, c'est une base qui t'amène à t'intéresser au dessin, qui t'amène à t'intéresser au graphisme, à la peinture en général. Et après, tu t'ouvres à plein de trucs. Et c'est pour ça que maintenant, Asprey, c'est ouvert à toute pratique dans les arts visuels et la musique. Et puis pourquoi pas dans l'écriture aussi, tu vois. En fait, on est fermé à rien du tout. C'est juste qu'on est sur de la rencontre. Les gens qui viennent, c'est parce que c'est des gens qu'on a rencontrés ou qu'on suit sur les réseaux sociaux, mais c'est toujours très proche de notre milieu, quoi. On va dire. Florian, toi tu parles de rapport à l'espace de la rue, de l'espace public, alors que vous êtes un lieu qui accueille en résidence. Donc ce n'est pas dans la rue que ça se passe. Quel est ce rapport du coup? Ça sort dans la rue aussi, pour certaines... Je parlais surtout de ça parce que ça crée des points communs aussi avec les personnes qui sont dans ce prélab, et le lieu en soi peut ressembler à une espèce de friche un peu bien arrangée, quoi. On est sur ce côté bâtiment industriel qui a été réutilisé, réexploité. Et forcément, ça fait écho quand tu vas peindre dans un lieu désaffecté. Voilà, là, il y a des codes esthétiques en fait qui recognent de la même manière, quoi. C'est surtout dans ce sens-là. Et puis la rue, au sens large, donc c'est plus la ville. On l'occupe parce qu'on l'occupe en allant faire des ateliers. Tu vois, et puis en posant des fresques dans des collèges, sur des murs, dans des villes. Du coup, ce pré-là, ça rayonne comme ça aussi. Et on ne l'a peut-être pas tout le temps dans les artistes qu'on invite et que l'expo qu'on a chez nous ne ressort pas tout le temps dans la rue, mais on l'a d'autres manières. Il y a toujours ce lien quand même avec la ville, quoi. Et du coup, les 25 ans fêtés au musée, c'était comment ça s'est mis en place et pourquoi célébrer cet anniversaire dans une institution? Parce qu'on nous a invités. Et on refuse pas les invitations. Ah. On est poli. Non, mais c'était drôle de faire pardon, Jean. Vas-y. Justement pour 25 ans de cet assaut, de faire ce petit clin d'œil voilà, on est tout le temps dans notre petit milieu et d'un seul coup pouvoir sortir et de jouer avec les institutions, c'était marrant aussi. Après, malheureusement, ça s'est pas passé comme on voulait puisqu'il y a eu le Covid qui s'est mêlé à ce truc-là et que ça a un peu gâché la fête. Mais comment? Ça s'appelait comment? CMJN. C'est le CMJN, c'est un truc encore lié à l'imprimerie. C'est les 4 couleurs qui permettent de pouvoir imprimer des affiches en quadri. Quadrichromie, c'est une petite technique avec des petites trames colorées qui se superposent et en fait avec un espèce de, comment on dit, un truc de l'œil. je cherche mes mots. En fait, ça compose les couleurs de façon optique. Donc voilà, on a plusieurs points qui sont placés les uns à côté des autres. Et placés loin de l'œil, en fait, les couleurs fusionnent et créent des couleurs réelles. Ça fait plein de combinaisons, ouais. Donc c'est un mélange, encore une fois. Cyan, magenta, jaune, noir. Voilà. Et c'est l'addition de ces 4 couleurs qui forment une image. Donc c'était pareil, l'addition de toutes nos pratiques qui formaient un lieu. Le lieu que tu nous avais donné, Madame la directrice.
Eh ben, le début, c'était d'avoir une exposition évolutive, donc composée de plusieurs collectifs, le nôtre, mais aussi on s'était dit, on ne peut pas fêter l'anniversaire sans inviter des gens, parce que les 25 ans de Sprelab, c'est quand même composé de plusieurs personnes qui sont passées par notre lieu, et donc du coup, il fallait que aussi on invite d'autres collectifs, d'autres artistes. Donc après, ça a été un peu dur de faire le choix. Et pour le coup, nous avions la parité, hein. Voilà. Mais et du coup, c'était un peu dur de devoir écarter certains, de faire une sélection. Mais voilà, je pense qu'on a fait aussi un peu un tour de tout ce qui s'est fait dans Sprelab à travers les invités. Donc c'était des pratiques qui allaient de la photo, XP, à de la sérigraphie, de l'install, du graffiti, de la peinture murale. Enfin voilà, il y avait en fait tout ce qui se passe à Spray se retrouvait dans cette exposition. Et normalement, le public devait découvrir petit à petit les différentes pièces qui composaient l'expo, sauf que Covid a tout cassé et le public a tout découvert d'un coup. Mais c'était pas le but. On a invité Cécilien Malartre, qui est un illustrateur constructeur, qui fait partie du collectif Titanos, qui est en lien avec le Michto, donc le Mémo, qui lui a vécu dans notre lieu aussi. Il a eu son atelier de sérigraphie dans notre lieu. Il est sorti des Beaux-Arts aussi avec l'année juste au-dessus de la mienne. Donc lui, c'est aussi quelqu'un qui a vécu dans Sprelab, qui a fait partie de la vie de Sprelab. Après, il y a le collectif de filles Ne rougissez pas, qui viennent d'Ivry, qui sont des graphistes illustratrices. Donc là, elles sont venues à 8 filles et un gars. Et ensuite, il y avait Sergei Voutouk, qui lui qui vivait à l'époque à Berlin. Maintenant, il est à Paris, qui a une pratique de la photographie argentique et puis maintenant un peu numérique, et plus une pratique d'édition, et il fait aussi beaucoup de musique dans le bruitisme et la noise, voilà, donc du bricolage de son. Et c'est pareil, en fait sa pratique elle se retrouve aussi dans du bricolage d'images avec ses photos et la vidéo. Et ensuite il y avait Katia Bott, qui elle est une illustratrice et fait des peintures murales. Voilà. Puis le collectif Sprelab, donc on était combien là 10, une dizaine d'artistes. Voilà. De l'ancienne génération, de tout la mélangé. Nouvelle, Ouais. mélangé. Tout mélangé. Est-ce que c'est là que s'est fait la passation de relais? Ça a pu permettre un petit peu, mais pas tant, parce que déjà il était là, lui. Ça, c'est le genre de truc qui, à travers nous, entre nous, se fait de manière implicite. On n'a pas besoin d'avoir un élément clé pour dire vas-y, c'est à partir de ce moment. Non, c'est, tu vois, genre, lui, il est arrivé, son petit collègue et Rémi Laporte, ils sont arrivés, je les ai vus les deux, j'ai dit, c'est bien, tu vois. Moi, j'ai dit, je peux partir et leur donner les clés. Et j'ai pas eu besoin de leur expliquer, c'est ça qui est génial, c'est que t'arrives dans Sprelab, c'est à toi, t'en fais ce que t'en veux. Si t'arrives à comprendre que si tu veux faire avancer ta pratique plastique, faire avancer le lieu, faire découvrir toi, te découvrir, t'as tout compris. Et donc, et ça s'est fait comme ça avec eux, hein. J'ai clairement, on leur a clairement pas fait un entretien d'embauche, hein, tu vois bien, ça s'est fait clairement, naturellement. Les membres, c'est souvent des amis d'amis, quoi. Il y a pas, c'est pas n'importe qui va rentrer non plus, même si, tu vois, on pourrait le faire, mais c'est comme ça que ça s'est passé depuis le début. C'est des choses qui se font progressivement. Parce qu'au début, moi, je travaillais beaucoup avec Rémi, qui me dit viens à l'atelier. Et puis de fil en aiguille, tu viens à l'atelier et puis tu travailles, puis il y a un apéro, puis après tu portes une planche. Puis en fait, tu t'impliques. C'est les planches, le vrai moment, c'est les planches. Le planche, c'est rien. Mais bref, en fait, sans forcément s'en rendre compte, on participe aussi à ce lieu qui est un lieu de vie aussi quand même. Parce
qu'on est tous là-dedans, donc on mange ensemble, on travaille ensemble, etc. Et puis au bout d'un moment, t'es là quasiment tous les jours, et puis tu te dis, tiens, en fait, c'est pas mal, et tu vois avec l'équipe, et puis tu prends un atelier, et puis tu restes, quoi, et puis tu travailles, tu t'impliques dans l'association, en fait. Je te souhaite de passer 20 ans là-dedans, frère. Ah, moi, je me le souhaite aussi. Yes. Merci. Rendez-vous dans 100 ans. Hein, quoi. Non, mais voilà, c'est Peut-être que ta gosse, elle viendra après. Bah, on va te dire alléluia. On ça attend ferait plaisir, hein. les fruits de votre travail. Non, et puis moi, je vais parler pour moi sur ce coup-là. En fait, moi déjà, ce qui m'intéressait avec Sprelab, c'est l'énergie de départ. Cette idée de faire plein de choses avec pas grand-chose et d'être assez libre aussi dans les propositions. C'est surtout qu'après, en discutant avec l'équipe, à un moment, on te regarde, on dit non, mais gros, si t'es chaud de faire ça, viens, en fait, on le fait. Et nous, on peut mettre aussi nos ressources à disposition pour filer la patte sur ce truc-là. Et du coup, quand t'es jeune artiste, en plus, moi, je suis passé par Paris pour mon travail, donc j'ai rencontré aussi d'autres personnes. Moi, j'avais jamais rencontré cette dynamique-là. En fait, on te dit, tiens, on te fait complètement confiance et on met à disposition nos ressources pour pouvoir mettre en place tes idées. Moi, j'ai halluciné complet. J'étais là, je fais, c'est pas possible. Et tout le monde te dit, vas-y, viens, faut faire des nouvelles propositions, faire autre chose. Et tout le monde est globalement OK si c'est faisable. Et du coup, tu te retrouves avec une liberté qui est complètement dingue. Et c'est ça et un soutien, et c'est ça qui m'a intéressé aussi. Il n'y a pas d'histoire d'ego aussi dans Sprelab, c'est vraiment le collectif qui fait. Et, vous voyez, Jean, à aucun moment il nous a dit non mais c'est mon petit truc, c'est machin. Il a fait tenez les gars, c'est les clés et démerdez-vous quoi. Et ça c'est plutôt cool. Et du coup, en fait, c'est une nouvelle génération aussi qui est en train d'arriver, qui prend le relais. Le monde a changé. Le graffiti dans les années 80-90, c'était underground, comme plein d'autres choses. Aujourd'hui, ça se présente dans les musées. Donc il y a beaucoup de choses qui sont plus faciles à mettre en place, mais il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup moins underground, qui respectent moins certains codes, tout ça. Comment en fait une nouvelle génération évolue dans tout ça et fait le tri entre ce qui peut être intéressant pour un collectif comme le vôtre et ce qui l'est moins. Et pour filer un peu ça, je me souviens de cette conversation un peu houleuse que nous avions eue quand je vous avais proposé l'invitation, parce que tu dis, oui, on a accepté l'invitation parce qu'on est poli. La première fois, c'était pas si poli que ça, parce que vous aviez tout de suite crié à la récupération. Ah bon? Alors, tu t'en rappelles plus, ouais, je sais. Donc, comment ça se vit? Comment ça se vit tout ça? C'est-à-dire d'être contradictoire? Non, je me viens de la question de toutes ces évolutions, cette... Après, c'est sûr, moi, j'étais pas là, je crois que j'étais déjà un peu parti ailleurs. Mais oui, toute cette idée de récupération, c'est un truc qui nous a beaucoup travaillé pendant de nombreuses années. C'est que, voilà, on voulait garder notre légitimité, clairement. Et comme c'était, voilà, tu vois, t'es arrivé avec une superbe énergie dans une ville où on avait l'impression d'être un peu tout seul, hein, j'ai envie de te dire, quoi, tu vois, et du coup, ça a peut-être pu faire peur à certains, tu vois. Le genre de surprise, tu vois, tiens, qu'est-ce que c'est les institutions nous font des sourires, ils sont gentils, qu'est-ce que ça... Enfin, tu vois bien, j'étais pas là, mais tu vois, j'idéalise un peu la chose, mais... Et du coup, c'est peut-être un peu pour ça que... Je pense que c'est sans doute Laurent même qui a dû... Non, c'est Yvain qui a bondi au plafond. C'est Yvain ? C'est Yvain qui a bondi au plafond. Bon, voilà, c'est Yvain. C'est les anciens. Non, mais c'est une vraie question. Pourquoi? D'où ça vient? Quelle est l'inquiétude de ce que tu viens de le dire? Il y a toujours cette c'est vrai que sensation de je ne saurais pas dire, c'est... En fait, si je peux intervenir, il y a... je pense que pendant longtemps, il y a une esthétique en fait qui est produite dans Sprelab qui est pas vue dans des milieux un petit peu plus institutionnels, si je peux dire. Et du coup,
il y a une impression de mise à l'écart à certains moments, même dans certains échanges avec du public, enfin, peu importe. Et du coup, forcément, quand il y a une institution qui vient proposer une invitation, à un moment, je pense qu'il y a pu avoir des petits doutes sur l'intention. Est-ce que va y avoir une récupération ou pas? Comment ça va se passer? Est-ce qu'on va pouvoir faire ce qu'on veut? Est-ce qu'il va y avoir des questionnements? Vu que nous, on développe aussi une idée très libre dans le lieu qu'est Sprelab et dans nos autres propositions à côté, de se confronter à l'institutionnel qui a quand même ses règles, ses codes, etc. Comment ça va se passer? Donc je pense qu'il y avait juste un gros point d'interrogation sur le développement de tout ça. Et puis moi, si je peux rajouter un truc, c'est des fois l'institution, elle dénature un peu le propos aussi du graffiti à l'époque, parce que voilà, après chacun a sa manière de penser, mais le graffiti, comme Jean l'a dit, ça vient de la rue. Moi, je trouvais ça bizarre, même pour les vieux, de retrouver du graffiti. Je parle pur, hein, le graffiti du lettrage, tout ça, de trouver ça au musée. Moi, j'ai un peu de mal avec ce truc. Et du coup, je trouve des fois, ça dénature un peu le mouvement, les propos qui sont derrière. Il faut passer à autre chose, quoi. Moi Ouais, aussi, je pense mais comme toi, mais genre, comme ça. t'en reviens de J'ai ça, le droit tu vois. de le dire, Oui, quoi. non, mais t'as clairement le droit de le dire, mais après, Mais, tu grandis et puis t'es Oui, plus... non, mais de toute façon, après, le graffiti, il a évolué, puisqu'il y a plusieurs courants aussi. Mais il y a ce truc-là de l'époque, en tout cas, tu peux pas le nier, parce qu'on a eu ce discours-là, Oui. que du coup, l'institution pouvait récupérer et en fait détourner notre propos et nos pratiques, quoi. Mais l'institution, je pense que la réaction de ceux qui étaient un peu épidermiquement stressés à l'idée d'être invités au musée était une réaction légitime, puisque générationnellement marquée. Et aussi par cette idée on va se faire récupérer. Mais le truc, c'est ça, c'est que derrière le mot institution, y avait-il forcément le musée ou plutôt la galerie? Ce graffiti que l'on dévoie, n'est-il pas le graffiti sur toile que l'on vend? Tu viens de me piquer la question que j'avais préparée. Bah, J'attendais le moment. mon analyse, ça serait ni l'un ni l'autre. Ça serait juste l'institution qui veut dépoussiérer son image, de manière générale. Et ça, c'est le second volet, parce qu'il y a le côté je vais prendre cette énergie de la rue pour faire de l'argent avec, ou je vais prendre cette énergie de la rue pour sortir mon musée vieillissant et essayer de l'orienter vers des plus jeunes. Après, Qu'en pensez-vous? Comment évaluez-vous l'expérience dans laquelle on a été partie prenante, tous ici présents? Bah, après, c'est sûr que voilà, quand t'as un background street, machin, que les graffitis c'est sur les murs, machin et tout, c'est sûr que de prime abord tu peux te dire que oui, effectivement, soit ils veulent faire de la thune, soit ils veulent se faire mousser parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Tu peux te poser les questions, mais ce serait complètement triste et dommage d'en rester que à ces réponses. C'est aussi bien de faire en sorte que le graffiti, qui est un des mouvements picturaux qui existe depuis le plus longtemps, qui s'est jamais arrêté, qui va jamais s'arrêter, bah voilà, pourquoi aujourd'hui il serait pas dans les institutions, tu vois, effectivement, quoi. Effectivement, pourquoi voilà, moi je me la pose à moi aussi la question. Pourquoi on ne pourrait pas faire en sorte que de toute façon ça s'arrêtera jamais. À un moment donné, cette pratique, elle est tellement accessible à tous que personne... Après, ça n'empêchera pas qu'il y aura toujours du vandalisme. Ah bah c'est exactement En ce fait, que je veux dire. Ça sera c'est le toujours truc-là. dans la rue, ça sera toujours à la rue, de la rue. Si tu veux faire en sorte que ta mentalisation de la chose, elle te dise oui, c'est à la rue, c'est machin, mais pourquoi elle ne serait pas ailleurs, quoi, tu vois? Parce qu'après, pour moi, ça doit devenir autre chose, tu vois. C'est comme nous, on a évolué en s'ouvrant à d'autres choses. Et je trouve que le graffiti qui doit se retrouver en galerie, dans le marché de l'art, là, clairement, on parle de trucs financiers. Hein. Là, on est dans d'autres sphères et du coup, ça dénature encore plus l'action. Mais je trouve qu'en fait, le graffiti qui est originel, s'il va se retrouver en galerie, c'est parce qu'il a évolué
vers d'autres pratiques. Tu sais, il y a plein de courants. Et donc dans le graffiti abstrait, graphique, enfin tu vois, il y a tout ce truc-là aussi, ou juste le white, enfin le tag, tu vois. Et le tag, ça te permet de faire de la calligraphie. En fait, moi je trouve plus intéressant que ça évolue dans les galeries parce que ça va vers d'autres pratiques et ça reprend aussi du coup les pratiques de l'art en général. Que d'avoir vraiment une toile, je sais pas, de cygne dans un musée. Ça, j'allais dire, je m'en bats les couilles, mais enfin, je trouve tu vois, il y a un truc, ouais, je l'ai dit. Bah, en fait, c'est intéressant pour l'archive, tu vois, un truc pour raconter une histoire. Mais je trouve, par contre, de vendre une toile d'un graffiti, je trouve que c'est pété. Le graffiti, c'est fait pour être dans. Un graffiti, ça doit être parce que quand je parle de graffiti, je parle de lettrage, quoi. Moi, je parle pas de personnages street art et tout ça. Je parle vraiment l'essence du graffiti, quoi. Dans votre expo ici, dans CMJN, il y avait de tout, sauf du graffiti. Non, ça c'est vrai. Mais pourquoi ? Parce que je viens de te le dire, parce que il fallait aller ailleurs. Voilà. C'était un peu le sens de ma question aussi. C'est première réaction, c'est soit ils veulent se faire de la thune, soit ils veulent se dépoussiérer, se faire mousser, comme tu as dit, Jean. Et du coup, qu'est-ce qu'on en a tiré qu'est-ce que vous en avez tiré de cette expérience du musée à part des mots de tête, parce qu'on est chiant. Ouais. Oui, ça c'est un peu compliqué, mais après c'est compliqué dans les deux sens, parce que au final, nous on a dû s'adapter à l'institution, mais vous avez dû vous adapter aussi à notre manière de travailler, et on a des énergies qui sont complètement différentes. Et après, ce qu'on en retire, c'est toujours ce truc de travail collectif, quoi. C'est au final, je ne sais pas si on peut être tous contents de ce qu'on a fait, mais parce qu'on n'a pas pu aller au bout de l'idée qu'on avait quand on a discuté de tout ça au début. Mais voilà, le truc, même si ça a été hyper dur à mener, parce que voilà, on a tous du travail à côté, que on n'avait pas tout le temps de mener à bien ce projet, même si on a été là très régulièrement. C'est encore ce truc-là, c'est qu'au final, on a encore fait un truc à plusieurs, et il n'y a pas une seule personne qui ressort du truc. C'est Esprit Lab, quoi. Il y a pas, c'est pas machin, on reste le collectif, et c'est ça qui prime. Voilà. Et je sais pas, tu vois, si tu as eu des retours du public ou un truc comme ça, comment ça a été perçu aussi l'expo. Le public lambda du musée, les gens habitués au musée, étaient hallucinés de la transformation de l'espace et de la quantité de propositions dans un tel lieu. Les gens un peu plus versés dans votre identité étaient un peu déçus de ne pas vous voir assez. Ouais. Parce qu'ils ont vu beaucoup de choses géniales, mais vous, pas assez vous. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis, les 25 ans, on les a fêtés, peut-être les 30, mais les 30 c'est l'année prochaine, donc effectivement c'est un peu chaud. 2024. 2024, pardon. Ouais. Je m'y perds moi aussi dans les chronologies. Voilà, je sais que ça a été, et pour moi personnellement, ça a été une expérience tout à fait géniale de lancer cette interrogation sur le collectif, parce que c'est effectivement l'une des choses où tu le disais, Jean, une fois que tu as posé un graffiti dans la rue, il ne t'appartient plus. Et c'est vrai que c'est l'une des choses qui me paraissent intéressantes, c'est comment vous mariez un travail personnel avec un investissement collectif et une disparition de l'auteur, quelque part. Comment vous négociez ça ? Avec nous-mêmes ou avec... Avec nous-mêmes, je crois que vu que Flo il l'a dit, on n'a pas d'ego. Tu vois, il n'y a pas ce truc. Vu qu'on travaille tout le temps ensemble, même si on a chacun nos productions différentes. Après, quand on a décidé, quand on a décidé de produire quelque chose en commun, c'est l'assaut, le lieu, qui va le produire. Les petites mains qui sont dedans, elles n'existent plus. Tu vois, on s'en fout. Nous, on veut faire en sorte que le truc qu'on va produire ensemble, il fasse réagir, il fasse plaisir, il fasse pleurer, il fasse du bruit, il soit raté, tu vois, aucun problème. Mais voilà, on se pose même pas la question. C'est le collectif, et puis j'ai envie de te dire,
C'est implicite, ça vient tout seul. On n'a pas besoin de se la poser, cette question, vraiment, quoi. Après, c'est des échanges, tu vois, même si au final, on n'a pas pu montrer plus que ça de notre travail de ce prélabien. Ce qui a été montré, la structure, là, c'est comment on arrive à mettre nos pratiques complètement différentes ensemble dans un même lieu, et on a discuté de ce qui pouvait aller avec, enfin, quelle face peut aller avec quelle face, puisque c'était des structures géométriques, et donc du coup, voilà, il fallait qu'il y ait aussi des échos. Il y a des endroits où ça marchait plutôt bien, d'autres moins, et puis on échangeait les places comme ça. Et ça, voilà, c'est que de la discussion, puisque de toute façon, dans le collectif, si ça parle pas, bah, ça part en sucette, bah, forcément. Donc même si de toute façon on s'engueule, voilà, sur toutes les années, il y a eu des prises de tête de fou, mais on a toujours réussi à revenir vers l'autre, même si ça parle fort, même si ça se fait la tête et pendant quelques temps on se voit plus. Voilà, il y a toujours ce truc-là où bah, ouais, on a une direction. Ouais, voilà, on élève un enfant qui nous élève. Tu vois la phrase un peu? Eh ben, c'est clairement ça, quoi. On fait avancer une chose qui nous fait avancer. Donc bah ouais, on se prend la tête, bah c'est pas grave, on revient, on se re-questionne, et puis on continue à avancer. Puis ouais, c'est ça, je pense qu'il n'y a pas de personne chez nous qui ait vraiment une envie de se regarder dans le miroir et de dire que c'est super, qu'on est trop super. Mais même si on est vraiment trop super. Même si forcément, bah, le travail collectif, ça prend du temps. Du coup, on n'a pas assez de temps pour nous, pour pouvoir faire nos propres productions. Enfin, je parle pour moi, mais et en fait, c'est pour tout le monde. Mais voilà, on retrouve quand même nos pratiques dans les pratiques collectives, et la pratique collective, ça nous sauve de mais c'est tellement jouissif, la grisaille. C'est tellement génial d'avoir un rendu, la satisfaction du truc fini. Putain, on s'est donné, on a rigolé, on a fait un truc qui... Alors, soit c'est éclaté, soit c'est génial, mais on l'a fait ensemble. Et on s'est fendu la gueule, on s'est pris la tête, bah ouais, on s'est créé des souvenirs, je suis très nostalgique, hein, je sais, mais... ouais, non. Mais ouais, non, c'est vrai, quoi, tu vois. C'est vrai. Ouais, je vais essayer. Non. Ah, il chiale aussi. Oh, putain. Non, et puis, en fait, il y a une réalité aussi quand... pareil, je vais parler de mon point de vue. Quand on sort d'école d'art, en fait, on nous enseigne à être artiste, mais on nous enseigne pas l'économie de l'artiste en sortie d'école. Donc, ce qui peut donner des sentiments de désolation complète sur les 3 premières années post-diplôme, à comment je fais pour trouver un atelier, comment je fais pour financer mes œuvres, comment je fais pour juste discuter avec des gens avec qui on a plus ou moins les mêmes points d'accroche pour confronter son travail. Et en fait, bah, le travail en collectif permet de résoudre en fait un paquet de questions comme ça. Et oui, d'accord, ta production personnelle elle va peut-être en pâtir un petit peu, mais intellectuellement, humainement, même plastiquement, en fait, tout ça, ça va t'enrichir et ça va te permettre d'aller plus loin, d'avoir des propositions différentes, de te sortir de ton bah, on se nourrit de ton confort, et on se nourrit tous les uns des autres là-dedans, quoi. Parce que ça fait une émulation et puis pas une compétition saine, hein. C'est pas, tu vois, il y a pas de... Non, on se porte tous vers le haut, en fait. Tu vois, de voir ton pote qui est chaud, ta pote qui est chaud, de faire des trucs, bah putain, ça te motive, quoi. Et c'est ça le truc qui fait que le travail en collectif, c'est cool. Ouais, tu vois, regarde, au départ... Ah bah... Il le dit pas. Au départ, il voulait pas faire d'atelier graffiti parce qu'il dit les gosses, ça me casse la tête, machin. Maintenant, c'est lui qui les fait. Et moi, j'étais dans l'unicité d'une œuvre, tu vois. J'en fais une et tout. La sérigraphie, c'était pas mon dièse du tout. Bah, voilà, on s'est convertis l'un l'autre et puis ça marche encore. Hein. Pareil, moi, je leur casse la tête avec le studio à faire trop de bruit, mais pour l'instant, tout va bien. Toucher les boutons. Et moi j'avais une question par rapport au futur de Sprelab, c'est-à-dire je vois les jeunes générations, je les côtoie quand même pas mal et je vois que par exemple dans des événements, il y a du streetwear, il y a du sneaker, il y a du manga, il y a du gaming,
avec ça reste street, c'est-à-dire ça sent la rue, mais très fort. Mais parfois, il n'y a même plus le graffiti. C'est-à-dire, Et le graffiti, c'est pas forcément aussi qu'un mouvement pictural, c'est un état d'esprit. Voilà. C'est une culture, c'est tout à l'heure. Mais au niveau de la musicale, même, c'est plus forcément hip-hop, c'est des sonorités différentes. Donc, De la noise, monsieur. voilà. Et donc, du coup, justement, moi, ce que je me demande, c'est avec une nouvelle génération qui vient du son neuf, on va dire, qui vient aussi animer le local de Spray Lab, qu'est-ce que ça pourrait devenir? C'est-à-dire, parce que d'une certaine manière, vous êtes aussi, vous êtes représentatif aussi de l'évolution d'une culture de la rue qui a de multiples facettes, mais qui, d'une certaine manière, pouvait être identifiée de manière plus ou moins, avec des contours plus ou moins nets dans les années 90, 2000, 2010. C'est quoi le Spray Lab des années 2020? C'est quoi le Spray Lab des années 2030? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie d'initier ouais, tout à fait. Mais c'est, par exemple, là, après avoir monté le studio d'enregistrement, qui est au départ pour notre pratique personnelle, on a décidé de l'ouvrir aussi à d'autres artistes. Donc, ce que je disais tout à l'heure, on a commencé un cycle de résidence au sein du studio, de faire émaner des projets qui n'existent pas, de personnes qui soient musiciens ou pas musiciens, peu importe, sur un format assez simple, c'est un 2x15 minutes sur cassette. Et nous, après, on met notre énergie au service de l'artiste ou du groupe pour fournir cette petite cassette dans le studio d'enregistrement. Par la suite, pareil, toujours côté studio, parce que du coup, c'est mon truc, mais on aimerait bien monter une sorte de web radio, ou en tout cas des podcasts hebdomadaires avec des DJ, par exemple, ou des musiciens, pour pouvoir avoir des sorties récurrentes sur le label. Et puis surtout confronter d'autres styles musicaux. Nous, c'est principalement musique électronique, axé techno, bass music, on va dire. Mais pourquoi pas s'ouvrir des musiques plus abstraites, plus expérimentales, ou même complètement autre chose, plus rock par exemple, et de confronter les différents styles au sein de ce studio d'enregistrement. Et puis après, je pense que ça va être continuer les résidences plastiques au sein de Spray Lab, peut-être avoir des croisements dans les pratiques. Là, tu parlais des studios, mais c'est pareil, il peut y avoir des liens avec l'édition, puisqu'il y a pas mal d'éditions aussi qui sortent de nos ateliers. Après, ouais, ça, le futur... oui, le futur, de toute façon... Je me pose même pas la question, ça viendra tout seul, quoi. Ouais, ça viendra tout seul, ça restera un lieu protéiforme où, tu vois, si tu amènes ta sauce dedans, et ben voilà, et hop, il y aura une petite sphère qui va s'accrocher dessus, il y en aura une autre, tac, 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 et ça fait 25 ans que ça dure, donc j'ai envie de te dire, si on continue et les générations futures gardent le même état d'esprit, j'ai envie de te dire, ça s'arrêtera jamais. Est-ce que vous reconnaîtriez dans une définition, dans un état d'esprit, Spray Lab, c'est débile, bizarre et généreux? Ouais. Ouais, je pense que c'est bien. Hein. Ça colle? Ouais, débile, bizarre, généreux, je dirais généreux, bizarre et débile. Dans l'autre plus. Non, et puis c'est ça, voilà, quand des artistes sont invités au sein de Spray Lab, tout de suite tu as une idée. Tiens, ce serait marrant plutôt que de faire juste une série, viens on fait une édition parce que ça c'est cool. Après t'échanges avec l'artiste, boum, il y a ça qui se met en place, on se met à 2-3 là-dessus, c'est plié en 2 jours et c'est hyper réactif en fait et les choses se font un peu pas du tac au tac, mais assez rapidement de façon très impulsive, quoi. La conversation joue un rôle assez crucial dans les pratiques des uns et des autres. Est-ce que le vrai lieu de résidence, c'est pas l'apéro? Si. Si, c'est... Oui, ça en fait c'est partie. estampillé Spray Lab, l'apéro, c'est nous qui l'avons inventé. Tu savais pas ça? Non, mais oui, effectivement, c'est clair que le meilleur des moments, c'est le moment convivial après ou avant les conseils d'administration ou avant les vernissages ou en fin de journée où on se retrouve, on a tous fini de bosser, machin, ah ouais, t'as fait ça, ouais, tu veux pas qu'on le fasse comme ça, je t'aide, oui. On se boit une canette et puis ça fait avancer. Dans nos vies professionnelles, l'échange aussi, c'est le moment de l'apéro, comme tu dis. C'est là aussi où tu partages et que du coup, y a plein d'échanges qui se font à ce moment-là, quoi.
Peut-être, j'aurais envie de continuer de vous poser des questions, ça c'est sûr, mais je pense qu'on refait une interview dans pas longtemps. Oui. Ok. Mais pour À finir l'apéro. celle-ci, à l'apéro, il va falloir qu'on vous filme à l'apéro, c'est clair. Ouais. Mais pour finir peut-être celle-ci, une question rituelle qu'on aime poser à tous nos interviewés, un peu bête peut-être, mais qu'est-ce que ce serait l'urbain pour vous? L'urbain, C'est un prénom? l'urbain, je sais pas, moi, c'est les vagues. L'urbain. Notre urbain à nous, il serait défoncé. Mon urbain Parce à qu'il moi. est trop propre. Ouais, lui, il faut qu'il y ait des tags partout, sinon ça Voilà. va pas, quoi. Faut qu'ils vivent. Moi, je trouve Il y a trop de des gars qui villes, nettoient les tags. ouais, les villes qui sont défoncées, je trouve que c'est plein, ça amène plein de vie, quoi. Là, Nancy, c'est un peu propre. Pardon. Mais c'est vrai. quoi. Mais non, ouais, je suis nul en définition, je sais pas. Urbain, ouais, c'est une grosse question. J'essaie de dire un truc pertinent, mais pour l'instant, ça vient pas. Ah ouais, c'est quoi, la colle de fin d'interview, quoi. Bon bah merci, au revoir. C'est parce que vous avez parlé de cultures urbaines. En fait, c'est un lieu qui croise plein de choses. Des bonnes comme des mauvaises. Et c'est... Enfin, moi, spontanément, c'est peut-être un peu bébête de dire ça comme ça, mais il y a un truc avec l'urbain de l'ordre de l'aventure. Que ça soit, tu pars à l'aventure quand tu vas en soirée d'un point A à un point B, au milieu, tu sais pas ce qui va se passer. Et en fait, la rue, elle converge tous ces trucs-là, voilà, en bon comme en mauvais. Et ouais, je sais pas, aventure, Non, expérience, ouais. nouveauté. Si on peut se rajouter un truc comme ça, c'est qu'il y a l'urbain, il a été un peu enlevé aux citoyens, je trouve. Ouais, aussi. Et du coup, le graffiti, ça a été une manière De se le réapproprier. de réapproprier. Parce que du coup, on a demandé à personne, et bim, tu te retrouves avec ça dans la gueule, et on reprend la rue. Parce que là, sans parler de vandalisme, les citoyens, je trouve, on est de plus en plus dans les villes, dirigés, et il y a moins en moins de place pour vraiment avoir de la vie citoyenne, tu vois, des échanges. On parlait d'échanges, hein, et je trouve que les villes, elles sont de plus en plus cloisonnées, quoi. Il y a plus... Ça devient juste des lieux de passage, Ouais. et puis des lieux de vie. En fait, on se réapproprie plus on vit plus l'espace vraiment public dans la rue comme on de devrait le faire. de la même manière, quoi. Voilà, L'urbain, c'est un projet alors? L'urbain, c'est un putain de Ah ouais, projet. c'est un ouais. super projet. Qui est enlevé au fur et à mesure aux citoyens, je trouve, quand même. Voilà. Putain, les gars, Ouais, vous avez c'est super réfléchi, hein. politique, hein. T'as vu? Merci beaucoup. très bien. Merci jeunes à vous. gens. C'était très intéressant. Bah merci Merci à à vous, vous, ça fait hein. plaisir, à vous. hein. C'est cool. On va boire.